L'odeur âcre de blanc de plomb et de vinaigre lui perçait les narines comme des lames invisibles, tandis que des doigts tremblants appliquaient une nouvelle couche de la pâte vénéneuse sur une peau qui n'était plus une peau, mais un masque grotesque de plaies purulentes et de chair en décomposition. Le miroir d'argent poli ne reflétait plus le visage de la reine vierge, mais une calavera ornée des vestiges d'une beauté qui avait autrefois fait plier le genou des rois et pleurer les poètes d'extase. Les mains, autrefois délicates comme des pétales de rose, tremblaient désormais incontrôlablement, non pas de peur, jamais de peur, mais du poison qu'elle avait elle-même choisi d'ingérer jour après jour, année après année, dans une danse macabre entre vanité et agonie. Le salon royal, avec ses tapisseries dorées et ses fenêtres filtrant la lumière automnale de 1603, ne résonnait que de sa respiration laborieuse et du tintement métallique des ornements qui pesaient sur son corps squelettique. Même face à tout cela, sa foi ne vacillait pas, non pas la foi en Dieu, mais la foi en sa propre image, dans le mythe qu'elle avait construit d'elle-même, dans l'idée qu'une reine pouvait être éternelle si seulement elle paraissait éternelle. Comment la fille illégitime, devenue la plus grande monarque de France, en était-elle arrivée là? Comment la fillette aux cheveux roux, qui jouait dans les jardins de Fontainebleau, s'était-elle transformée en cette figure spectrale qui hantait les couloirs du château de Versailles, refusant d'admettre que son royaume de chair et d'os avait une date d'expiration? La réponse repose enfouie sous des couches de blanc de plomb, de rouge vermillon et de la terrible ironie d'une vie consacrée à la préservation de sa propre image, une image qui, paradoxalement, était en train de détruire son propre corps. Isabelle de Valois naquit un matin de septembre 1533, alors que les feuilles commençaient à dorer et que l'air portait la promesse de changement qui allait secouer non seulement la France, mais le monde chrétien tout entier. Ses premiers cris résonnèrent dans les couloirs du château de Fontainebleau comme un présage, non pas de joie, comme l'espérait François Ier, mais de déception. Le roi désirait un héritier mâle, et le ventre d'Anne de Pisseleu lui avait offert seulement une fillette aux yeux en amande et aux cheveux qui brillaient comme le feu au soleil. Dès son premier souffle, Isabelle porta le poids de ne pas être ce que l'on attendait d'elle, d'être simultanément trop et pas assez pour un monde qui ne savait pas comment gérer les femmes qui osaient exister au-delà des attentes masculines. Les premières années de sa vie furent peintes avec les couleurs douces de l'innocence, mais portaient déjà les ombres de ce qui allait venir. Isabelle courait dans les jardins royaux avec des robes de soie qui murmuraient contre ses petites jambes, ses rires cristallins résonnant parmi les rosiers que sa mère aimait tant. L'odeur de lavande et de romarin imprégnait ses vêtements, et ses petites mains se salissaient de terre tandis qu'elle aide les jardiniers à planter des graines qui, comme elle-même, allaient pousser au milieu de l'incertitude. En ces jours dorés, avant que le monde ne s'effondrât sur sa tête, Isabelle n'était qu'une enfant curieuse qui posait 1000 questions à ses précepteurs et dessinait des chevaux dans les marges des livres. La mort de Marie Stuart en novembre 1558 ouvrit enfin les portes du pouvoir à Isabelle, mais intensifia également son obsession pour sa propre image. À 25 ans, elle devint reine de France à une époque où les reines consortes étaient courantes, mais les reines régnantes une anomalie dangereuse. Isabelle savait que son autorité serait constamment remise en question, que chaque décision serait attribuée à sa supposée fragilité féminine, que chaque erreur serait utilisée comme preuve que les femmes ne devraient pas gouverner. Sa réponse fut de se transformer en une création visuelle si impressionnante, en une présence si majestueuse que personne n'oserait remettre en question sa capacité de leadership. Le couronnement d'Isabelle fut un spectacle minutieusement orchestré de symboles visuels. Elle apparut vêtue de tissu doré qui capturait et reflétait la lumière des bougies, créant un effet presque surnaturel. Son visage, recouvert d'une couche encore plus épaisse de céruse, ressemblait à un masque divin, et ses cheveux roux furent arrangés de manière à créer une couronne naturelle qui complétait la couronne d'or. Les spectateurs rapportèrent qu'elle ressemblait plus à une vision céleste qu'à une femme mortelle, exactement l'effet qu'Isabelle recherchait. Mais le maintien de cette image divine exigeait des sacrifices toujours plus grands. Isabelle se mit à appliquer la céruse quotidiennement, et non plus seulement pour les grandes occasions, et commença à utiliser des quantités croissantes du produit pour maintenir une pâleur parfaite.
Ses appartements privés se remplissaient de flacons, de pots et d'instruments pour l'application des cosmétiques, se transformant en un laboratoire alchimique où la vanité et la chimie se rencontraient dans une danse mortelle. Les premiers signes d'empoisonnement au plomb apparurent en sens subtil durant ses premières années de règne. Isabelle commença à souffrir de maux de tête fréquents qu'elle attribuait aux pressions du gouvernement. Ses mains développaient un tremblement imperceptible qu'elle réussissait à contrôler lors des apparitions publiques grâce à une pure force de volonté. Sa digestion devint irrégulière, alternant entre des périodes d'appétit vorace et des semaines de nausées constantes. Mais Isabelle interprétait ces symptômes comme le prix naturel du pouvoir, comme une preuve qu'elle se sacrifiait pour le bien de son royaume. L'aspect le plus tragique de sa détérioration physique était qu'elle l'interprétait comme une preuve de sa dévotion royale. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, murmuraient les courtisans, créant un récit romantique sur une reine qui se consumait littéralement au service de la France. Isabelle embrassa cette interprétation, transformant ses symptômes en une marque de noblesse spirituelle. Lorsque ses mains tremblaient pendant les audiences, elle les cachait dans les plis de ses vêtements brodés. Lorsque les maux de tête devenaient insupportables, elle les interprétait comme des visions divines qui la guidaient dans des décisions politiques importantes. La décennie 1570 marqua l'apogée de son pouvoir politique et le début de sa détérioration physique plus accélérée. Isabelle avait consolidé son autorité, déjoué des conspirations catholiques, établi la France comme puissance navale et créé une ère d'épanouissement culturel qui serait rappelée comme l'âge d'Isabelle. Mais le succès politique n'a fait qu'intensifier sa dépendance aux cosmétiques, car elle avait désormais une réputation internationale à maintenir. Des ambassadeurs de toute l'Europe venaient à la cour de France en partie pour négocier des traités, mais aussi pour témoigner de la beauté légendaire de la Reine Vierge. Isabelle répondit à ces attentes en intensifiant encore plus son régime de beauté. Elle commença à utiliser non seulement de la céruse sur le visage, mais aussi sur les bras, le cou et le décolleté, créant un effet de peau translucide qui s'étendait sur tout son corps visible. Ses dents, qui commençaient à s'assombrir à cause de l'empoisonnement au plomb, furent remplacées par des dents artificielles en ivoire et en argent. Ses cheveux, qui devenaient cassants et commençaient à tomber à cause de la toxicité des métaux, furent complétés par des perruques élaborées faites de cheveux humains importés d'Italie. Le processus quotidien de transformation en Reine Vierge devint un rituel qui consommait entre 4 et 6 heures. Isabelle se réveillait avant l'aube pour laisser suffisamment de temps pour l'application des couches de céruse, qui devaient sécher complètement avant qu'elle puisse appliquer le rouge sur les pommettes et le col autour des yeux. Ces demoiselles travaillaient dans un silence révérencieux, sachant que toute imperfection dans l'application pourrait entraîner des heures de travail supplémentaires ou, les mauvais jours, des explosions de colère royale qui faisaient trembler les murs du château. Durant la décennie 1580, les effets neurologiques de l'empoisonnement au plomb commencèrent à se manifester de manière plus prononcée. Isabelle développa des épisodes de comportement erratique que les courtisans apprirent à interpréter comme des excentricités royales. Elle pouvait passer des heures à se regarder dans le miroir, appliquant et réappliquant des cosmétiques tout en murmurant à elle-même dans des langues anciennes. Ses accès de colère devinrent plus fréquents et plus intenses, surtout lorsqu'on lui suggérait de réduire l'utilisation de maquillage ou lorsque des miroirs révélaient des imperfections qu'elle seule pouvait voir. Mais peut-être l'aspect le plus tragique de sa détérioration était la manière dont elle affectait sa capacité à former des relations authentiques. Isabelle devint obsédée par l'idée que les gens ne l'aimaient ou ne la respectaient que pour son apparence, et se mit à interpréter toute critique ou désaccord comme une preuve qu'elle n'était pas assez belle. Elle repoussa de véritables prétendants, craignant qu'ils ne découvrent son véritable aspect sous le maquillage, et transforma ses amitiés en relations performatives, où elle jouait constamment le rôle de la reine vierge parfaite, incapable de se détendre ou d'être simplement humaine. L'exécution de Marie Stuart, reine d'Écosse en 1587, marqua un tournant psychologique pour Isabelle. Elle avait ordonné la mort de sa cousine après des années d'hésitation, et le poids de cette décision se manifesta par une intensification dramatique de son obsession pour sa propre mortalité. Si elle pouvait ordonner la mort d'une autre reine, cela signifiait qu'elle-même était mortelle et vulnérable.
Isabelle répondit à cette prise de conscience existentielle en augmentant encore plus drastiquement l'utilisation de cosmétiques, comme si elle pouvait créer une armure chimique contre le passage du temps et l'inévitabilité de la mort. C'est durant cette période qu'Isabelle commença à développer les pratiques les plus bizarres et autodestructives de son règne. Elle dormait avec une fine couche de céruse sur le visage, craignant que même quelques heures sans maquillage ne révèlent des signes de vieillissement. Ses appartements étaient tapissés de miroirs de toute taille, créant un labyrinthe de reflets où elle pouvait constamment surveiller son apparence sous tous les angles. Elle engagea des artistes pour peindre des portraits idéalisés d'elle-même qui seraient distribués à travers l'Europe, mais devint ensuite obsédée par la modification de ces portraits chaque fois qu'elle remarquait une imperfection dans son apparence réelle. Les années 1590 apportèrent les premiers signes vraiment alarmants de détérioration physique. Le tremblement de ses mains devint impossible à cacher complètement, la forçant à porter des gants épais même en été. Sa peau, sous les couches de maquillage, développa des lésions et des ulcérations qui refusaient de cicatriser en raison de l'exposition constante au plomb. Ses cheveux naturels avaient pratiquement disparu, l'obligeant à porter des perruques de plus en plus élaborées, lourdes qui lui causaient des maux de tête constants. Plus troublante encore, elle commençait à souffrir d'épisodes de confusion mentale, où elle perdait la notion du temps et du lieu, passant des heures à appliquer du maquillage déjà appliqué ou à chercher des miroirs qui étaient juste devant elle. Mais même face à la détérioration évidente, Isabelle refusait d'admettre la moindre faiblesse. Elle développa un système complexe de signes avec ses demoiselles d'honneur pour communiquer ses besoins sans parler, lui permettant de maintenir une façade de contrôle parfait même lorsque son esprit était confus ou sa motricité compromise. Elle entraîna sa voix à rester ferme et autoritaire, même lorsque sa respiration était laborieuse, et apprit à utiliser des gestes dramatiques pour masquer le tremblement de ses mains. Les dernières années de son règne furent un chef-d'œuvre d'illusion théâtrale maintenu par la pure force de volonté. Isabelle, maintenant âgée de plus de 60 ans, avait besoin de plusieurs heures pour se préparer à toute apparition publique et ces demoiselles devinrent des expertes dans une forme d'art macabre, l'art de faire paraître une femme mourante comme une déesse immortelle. Elles développèrent des techniques pour appliquer la céruse de manière à cacher les lésions et les irrégularités de sa peau, pour positionner les perruques afin de dissimuler la forme altérée de son crâne, due à l'empoisonnement chronique, pour utiliser des vêtements et des bijoux qui détournaient l'attention de l'extrême maigreur de son corps. Ce qui impressionnait le plus les observateurs, c'était la façon dont Isabelle maintenait sa performance royale même lorsqu'elle souffrait clairement. Lors des audiences, elle réussissait à tenir des conversations complexes sur la politique internationale tout en luttant secrètement contre des vagues de nausées et de vertiges. Lors des banquets, elle parvenait à sourire gracieusement et à porter des toasts éloquents tout en ayant du mal à avaler de la nourriture à cause des ulcères dans sa bouche causés par les cosmétiques toxiques. Rouge sur les pommettes et le col autour des yeux. Ces demoiselles travaillaient dans un silence révérencieux, sachant que toute imperfection dans l'application pourrait entraîner des heures de travail supplémentaires ou, les mauvais jours, des explosions de colère royale qui faisaient trembler les murs du château. Durant la décennie 1580, les effets neurologiques de l'empoisonnement au plomb commencèrent à se manifester de manière plus prononcée. Isabelle développa des épisodes de comportement erratique que les courtisans apprirent à interpréter comme des excentricités royales. Elle pouvait passer des heures à se regarder dans le miroir, appliquant et réappliquant des cosmétiques tout en murmurant à elle-même dans des langues anciennes. Ses accès de colère devinrent plus fréquents et plus intenses, surtout lorsqu'on lui suggérait de réduire l'utilisation de maquillage ou lorsque des miroirs révélaient des imperfections qu'elle seule pouvait voir. Mais peut-être l'aspect le plus tragique de sa détérioration était la manière dont elle affectait sa capacité à former des relations authentiques. Isabelle devint obsédée par l'idée que les gens ne l'aimaient ou ne la respectaient que pour son apparence, et se mit à interpréter toute critique ou désaccord comme une preuve qu'elle n'était pas assez belle. Elle repoussa de véritables prétendants, craignant qu'ils ne découvrent son véritable aspect sous le maquillage, et transforma ses amitiés en relations performatives, où elle jouait constamment le rôle de la reine vierge parfaite, incapable de se détendre ou d'être simplement humaine. L'exécution de Marie Stuart, reine d'Écosse en 1587, marqua un tournant psychologique pour Isabelle. Elle avait ordonné la mort de sa cousine après des années d'hésitation, et le poids de cette décision se manifesta par une intensification dramatique de son obsession pour sa propre mortalité. Si elle pouvait ordonner la mort d'une autre reine, cela signifiait qu'elle-même était mortelle et vulnérable.
Isabelle répondit à cette prise de conscience existentielle en augmentant encore plus drastiquement l'utilisation de cosmétiques, comme si elle pouvait créer une armure chimique contre le passage du temps et l'inévitabilité de la mort. C'est durant cette période qu'Isabelle commença à développer les pratiques les plus bizarres et autodestructives de son règne. Elle dormait avec une fine couche de céruse sur le visage, craignant que même quelques heures sans maquillage. Lors des cérémonies publiques, elle réussissait à rester debout pendant des heures, rayonnant de majesté et de contrôle, tandis que ses pieds enflés saignaient dans ses souliers brodés. Ce que le monde a tenté d'effacer est devenu éternel, non pas sa beauté physique, mais sa détermination à maintenir une façade de perfection, même face à la destruction physique totale. Isabelle s'était transformée en une œuvre d'art vivante, en une performance continue qui dura 45 ans, où la distinction entre la personne et la persona avait complètement disparu. Elle n'était plus une femme se maquillante, elle était devenue le maquillage, une création chimique et théâtrale qui existait indépendamment de la chair et des os qui la soutenaient. La fin arriva non pas comme une capitulation dramatique, mais comme une dissolution graduelle de l'illusion qu'elle avait maintenue si longtemps. En mars 1603, Isabelle admit finalement qu'elle ne pouvait plus se lever du lit. Mais même alors, elle insistait pour être maquillée tous les jours. Ces dernières semaines furent passées à se regarder dans un miroir de poche, appliquant des couches de plus en plus épaisses de céruse dans une tentative désespérée de cacher ce qu'elle considérait comme des imperfections, mais qui étaient en réalité les signes visibles de décennies d'empoisonnement auto-infligé. Lorsque la mort arriva finalement, les demoiselles qui la préparèrent pour les funérailles découvrirent quelque chose qui choqua même celles qui avaient passé des décennies à l'aider à maintenir son illusion. Sous les couches de maquillage, Isabelle était devenue pratiquement méconnaissable. Son visage était une masse de tissus cicatriciels et de lésions ouvertes. Ses cheveux avaient complètement disparu et sa peau avait la coloration grisâtre caractéristique de l'empoisonnement chronique par les métaux lourds. La femme qui avait gouverné la France pendant près d'un demi-siècle s'était littéralement consumée dans sa quête de la perfection esthétique. L'ironie finale de l'histoire d'Isabelle de Valois est qu'elle obtint exactement ce qu'elle cherchait, mais d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle voulait être rappelée comme éternellement belle, et elle le fut, non pas parce que sa beauté physique fut préservée, mais parce qu'elle créa une image si puissante, une performance si convaincante, que cette version idéalisée d'elle-même remplaça complètement la réalité historique. Les portraits qu'elle commanda, la montrant comme une déesse pâle et parfaite, devinrent la version officielle de son apparence. Et pendant 400 ans, les gens crurent qu'Isabelle possédait réellement la beauté surnaturelle qu'elle avait créée grâce à la chimie et au théâtre. Elle voulait l'immortalité, et elle l'a obtenue, mais au prix ultime de l'immortalité, cesser d'être humaine. Isabelle de Valois est devenue un symbole, une idée, une légende qui a transcendé son existence physique précisément parce qu'elle a sacrifié cette existence physique sur l'autel de l'image. Elle est devenue la reine vierge éternelle, non malgré son obsession autodestructrice, mais grâce à elle. Sa folie s'est transformée en mythe, son empoisonnement en pureté, sa détérioration en transcendance. La leçon la plus profonde de la tragédie d'Isabelle ne réside pas dans le jugement de ses choix, mais dans la compréhension de la manière dont une société qui valorise l'apparence féminine au-dessus de l'humanité féminine peut transformer même les femmes les plus puissantes en victimes de leurs propres tentatives de survie. Isabelle de Valois est morte de beauté, non de son absence, mais de son excès, de la recherche obsessionnelle d'un idéal esthétique qui s'est révélé littéralement toxique. Elle a prouvé qu'il est possible de gagner toutes les batailles politiques et de perdre néanmoins la guerre contre les attentes sociales sur l'apparence d'une femme. Son héritage demeure un paradoxe vivant. Elle fut simultanément la femme la plus puissante de son époque et la plus esclave de sa propre image. Elle a créé un âge d'or culturel et artistique tout en détruisant systématiquement sa propre œuvre d'art la plus importante, elle-même. Elle a gouverné d'une main de fer sur un empire en expansion tout en permettant aux produits chimiques de gouverner son corps et son esprit. Elle a refusé de se soumettre à aucun homme, mais s'est complètement soumise à la tyrannie de ses propres miroirs.
L'histoire d'Isabelle de Valois est fondamentalement d'une femme qui a compris que, dans une société patriarcale, l'apparence féminine est pouvoir, mais qui a poussé cette compréhension à ses conclusions logiques et fatales. Elle a réalisé qu'une reine devait être non seulement compétente, mais visuellement impeccable, et a consacré sa vie à maintenir cette perfection visuelle, même si cela signifiait sacrifier sa santé mentale et finalement sa vie. Elle a choisi d'être une œuvre d'art plutôt qu'un être humain, et elle a réussi. Mais le prix à payer a été de devenir une œuvre d'art faite de poison et d'illusions, maintenue seulement par la force de volonté et le refus d'admettre que même les reines sont mortelles. Finalement, Isabelle de Valois a prouvé qu'il est possible de transcender la mortalité humaine, mais seulement au prix de l'abandon de l'humanité. Elle est devenue éternelle, mais comme une idée, pas comme une personne. Elle a obtenu l'immortalité qu'elle recherchait, mais a découvert que l'immortalité est indiscernable de la mort lorsque l'on cesse d'être capable de vivre. Sa plus grande victoire fut aussi sa plus grande défaite, et sa plus grande défaite fut aussi sa plus grande victoire. Elle demeure 400 ans plus tard comme la reine vierge, vierge non seulement d'homme, mais d'humanité, pure non de péché, mais de vie, éternelle non pour avoir vécu éternellement, mais pour être morte si complètement qu'elle s'est transformée en quelque chose au-delà de la vie et de la mort. Un mythe chimique, une légende toxique, une beauté venineuse qui continue de fasciner car elle représente le prix ultime de la perfection féminine dans une société qui exige des femmes qu'elles soient simultanément puissantes et belles, autoritaires et séduisantes, immortelles et féminines. La question que nous devons nous poser n'est pas comment Isabelle de Valois est morte, mais comment elle a réussi à vivre aussi longtemps en étant littéralement sa propre œuvre d'art la plus mortelle.